Donc, on va parler recherche clinique et essais thérapeutiques en cardiologie pédiatrique. On va évoquer ensemble les spécificités de la recherche clinique, surtout chez l'enfant, mais pas que. Les difficultés qu'on peut avoir pour inclure un patient dans des essais cliniques. Comment on s'y prend pour motiver les familles pour accepter de participer à un essai clinique. Je vais vous donner des exemples d'essais industriels qui ont été menés dans notre spécialité récemment. Un petit mot sur le cours d'après qui est une actualité dans les maladies rares et dans les maladies pédiatriques, qui sont ce qu'on appelle les Patient Reported Outcomes. Ce sont des critères de jugement qui sont centrés sur le patient et qui ont de plus en plus de place quand on évalue maintenant la recherche. Et puis également des exemples d'essais cliniques institutionnels. Vous verrez que ce cours est assez lié avec celui qui suit. Et donc la spécificité des essais thérapeutiques en pédiatrie, en tout cas en Europe, c'est que ça s'intègre dans ce qu'on appelle le plan européen d'investigation du médicament, qui a été, il y a une dizaine d'années, une avancée pour promouvoir le retard, les essais cliniques pour gommer le retard qu'on pouvait avoir sur les autorisations de mise sur le marché sur les médicaments chez l'enfant. Donc, ça n'est pas spécifique à la cardiopédiatrie, mais c'est quelque chose qui a pu, en tout cas, favoriser la mise en place d'essais cliniques, en particulier médicamenteux, pour combler le retard. Avant qu'un programme pédiatrique se mette en place, en général, il faut que l'essai clinique adulte soit terminé, sauf si c'est une molécule qui n'a pas d'indication chez l'adulte, ou le contraire, une molécule qui a une indication chez l'adulte mais qui n'en a pas chez l'enfant. On utilise de plus en plus des critères de jugement. Les critères de jugement, c'est ce qui vous permet de déterminer l'efficacité d'une intervention ou d'un médicament, qui sont de moins en moins invasifs. Et donc, les comités d'éthique ont un peu évolué par rapport à ça et sont très vigilants par rapport au fait que on puisse faire subir à des enfants ou des populations particulièrement en danger, on va dire, ou dans une situation clinique grave, d'utiliser chez eux des critères invasifs, des critères les moins invasifs possibles. Et donc, la loi éthique qui aujourd'hui contrôle tout ça en France, ça s'appelle la loi Jardé, qui, par exemple, dans le décret d'application de la loi, va indiquer, c'est un exemple, le volume sanguin maximum qu'on peut prélever, poids par poids chez un enfant qui est dans un essai clinique. Vous voyez, donc on va assez loin maintenant pour encadrer cette recherche. L'autre spécificité de la pédiatrie, c'est qu'avant de pouvoir tester une molécule et son efficacité, il faut connaître sa dose, il faut connaître sa posologie, il faut connaître ses effets indésirables, son élimination. Et donc, il y a une partie de la recherche qui est très longue et qui est assez complexe, qui va analyser les profils pharmacocinétiques et pharmacodynamiques de la molécule en fonction de l'âge et de la surface corporelle, par exemple, du patient. En théorie, les phases de la recherche médicamenteuse, elles doivent suivre phase 1, puis phase 2, puis phase 3. Il est assez compliqué d'inclure des enfants dans des essais cliniques et donc souvent les industriels ou les chercheurs qui font de la recherche académique vont pouler les phases. Par exemple, une étude qui va pouler une phase 1 et une phase 2 ou une étude qui va pouler une phase 2 et une phase 3. Les phases 1, pour ceux qui ne le savent pas, sont des phases très précoces, justement d'analyse de pharmacocinétique et pharmacodynamique. Il est difficile de faire des phases 1 chez des sujets sains en pédiatrie. Donc souvent, on va détourner des sujets qu'on va considérer comme sains, mais qui ne sont pas véritablement sains. Si je vous donne un exemple, si vous voulez tester les anticoagulants oraux directs chez les enfants, eh bien, vous allez prendre une population qui a été, par exemple, un jour sous anticoagulant pour une thrombose, qui ne l'est plus, qui est considérée comme pseudo-témoin, et puis vous allez leur proposer d'être inclus dans une phase 1. Il est assez rare d'avoir un appel à la population générale en disant « Venez participer à une phase 1 chez des sujets sains ». Ce sont des sujets qui, en général, ne sont pas des sujets totalement sains. La phase 2, qui est une fois qu'on a fait la phase 1 ou juste au décours de la phase 1 sur la même population, c'est une phase où on va essentiellement voir les profils de tolérance de la molécule. Et puis la phase 3, c'est souvent celle que vous connaissez le plus, c'est la phase d'efficacité de la molécule.
euh, qui en général est issu d'un essai randomisé contrôlé. Et une fois qu'on a fini la phase 3, pays par pays, on va devoir faire évaluer par nos institutions la commercialisation de cette molécule, son autorisation de mise sur le marché, son taux de remboursement, et tout ça en France. Alors, je parlerai évidemment de situation française. Ça nécessite une autorisation de la Haute Autorité de Santé, de l'Agence du médicament, la NSM, et ensuite des assurances, puisqu'on est dans un pays où c'est toujours assorti d'un taux de remboursement quand on prescrit une molécule après une autorisation de mise sur le marché. Et voilà, je vous ai fait un résumé vraiment de comment ça se passe la mise sur le marché d'une molécule. Les spécificités des essais thérapeutiques en pédiatrie, c'est aussi que dans la très grande majorité des cas, on va demander le consentement des deux parents ou tuteurs légaux. Il est très rare qu'on se passe dans une étude clinique de l'avis d'un des deux parents. Il peut y avoir des situations exceptionnelles, mais qui doivent être déclarées au comité d'éthique. Par exemple, des situations d'urgence en réanimation, ou par exemple des études où il n'y a pas de danger pour l'enfant. Donc, par exemple, dans les lois Jardé, vous avez différents niveaux de danger de l'étude, on va dire. Les lois Jardé 1, ce sont celles où on va tester les médicaments ou des interventions à risque qui ne sont pas dans les soins courants. Les lois Jardé 2, ce sont des études où on va utiliser des interventions qui sont en général peu dangereuses, à risque modéré. Et puis les lois Jardé 3, ce sont celles qui sont en général des études où il n'y a pas du tout de danger et où on est très proche des soins courants. Et donc, évidemment, dans une loi Jardé 2 ou 3, on peut se passer du consentement des deux parents. L'assentiment oral de l'enfant est toujours nécessaire. Le consentement d'un des deux parents est nécessaire. Et on peut soit, en fonction de ce qu'on a déclaré au comité d'éthique, récupérer la deuxième signature après coup, soit même sans passer si on considère que l'étude ne met pas en danger le patient. C'est quand même un point majeur chez les mineurs. Donc, si un jour vous êtes investigateur dans une étude, vous devez vous faire aider, si c'est vos premières études, par des gens qui connaissent parfaitement bien ça. Et en France, ce sont des structures qui s'appellent les centres d'investigation clinique, qui sont une meilleure structure pour que vous puissiez mener des essais cliniques en toute sécurité et légalité, puisque la responsabilité reste de toute façon à l'investigateur principal, hein, donc dans la majorité des cas, le médecin. On donne à ces enfants des notes d'information qui sont adaptées à leur âge, évidemment, et qui ont été corrigées souvent par les comités d'éthique. Et puis, en milieu pédiatrique, on ne peut pas faire d'études si on n'a pas d'autorisation institutionnelle à mener des études dans cette structure. Et donc, en France, ce sont les agences régionales de santé qui vous donnent l'autorisation de lieux de recherche biomédicale pédiatrique. On ne peut pas faire ça n'importe où. Donc voilà le cadre un petit peu de la spécificité des essais cliniques en pédiatrie. Et je vais essayer de vous montrer un peu pourquoi ça peut être compliqué d'inclure des patients. C'est malheureusement indispensable. On est dans un pays, en France, un pays relativement riche en termes de prise en charge sanitaire, ce qui fait que, contrairement à d'autres pays, on ne réalise pas trop l'avantage qu'on a d'être dans un pays où la santé est gratuite ou quasiment gratuite. Il y a des pays où ça n'est pas le cas et où pour des patients, faire rentrer leur enfant dans un essai clinique, c'est le soigner parce que c'est pris en charge gratuitement. Il y a des pays, donc ça c'est les États-Unis. Il y a des pays où ils n'ont pas du tout accès à ces nouvelles molécules, comme les pays africains. Et donc les Français, souvent, et même vous les soignants, vous ne réalisez pas la chance que vous avez d'être dans un pays où vous avez la possibilité d'inclure vos patients dans des essais cliniques et où vous devez, en tant que praticien, tout faire pour les inclure, non seulement pour que ça bénéficie à vos propres patients, mais que ça bénéficie à la collectivité, y compris à des pays non français ou non européens qui n'auront jamais la possibilité de faire de la recherche correctement. C'est-à-dire que les résultats, ils vont pas être uniquement pour nous. Quand on fait un essai randomisé contrôlé de phase 3 sur les anticoagulants oraux, sur l'Entresto, etc., et qu'on publie l'étude, elle n'est pas que pour notre pays. Et donc, il faut impérativement que vous ayez cette culture, surtout votre génération, parce que je ne sais pas si ça durera indéfiniment, cette chance qu'on a, peut-être pas, pour que vous ne regardiez pas ça d'une façon assez éloignée, en vous disant que ça vous concerne pas.
Et le deuxième message, c'est presque politique ce que je vous dis, c'est qu'il faut vraiment que vous, votre génération, vous ne soyez plus la génération qui, comme la mienne, prescrit 90% de médicaments hors AMM. C'est inacceptable. C'est une discrimination de la pédiatrie. Ça n'est pas acceptable de rentrer 5000 personnes âgées dans des essais cliniques sponsorisés par l'industrie, et heureusement qu'ils sont là, les industriels, et de ne pas en être capable chez les enfants. Ce n'est pas possible, en fait, ça. C'est pas acceptable. Donc, voilà. En tout cas, moi, mon message pour vous, c'est formez-vous à la recherche clinique, mais formez-vous bien à la recherche clinique parce que déjà, c'est un métier passionnant. Et ensuite, une fois qu'on le fait, ça vous améliore vos pratiques. Parce que quand vous faites de la recherche clinique, vous êtes jugé, vous êtes regardé, vous êtes évalué à toutes les étapes de votre pratique. Et puis, vous êtes même contraint de vous mettre un peu à jour sur le sujet et en particulier de lire tout un protocole avec dessus une bibliographie qui est en général assez à jour. Alors, d'où est-ce qu'on part en recherche clinique? On parle d'une population quand même, encore une fois, c'est assez franco-français mon topo, volontairement, enfin on va dire européen. On part quand même d'une population générale qui est peu ou non éduquée en santé publique, malheureusement, encore moins concernant les essais cliniques, avec beaucoup de préjugés. Mon enfant va pas être un cobaye. Ça a été aggravé tout ça par les affaires médiatisées récentes. J'avais mis l'affaire du Mediator que vous connaissez probablement et l'affaire Biotrial. L'affaire Biotrial, c'est un essai clinique où il y a eu des événements indésirables coup sur coup chez des adultes et qui ont été mal pris en charge parce que mal déclarés en temps et en heure. Et donc, les affaires sont très rares, mais elles font beaucoup de bruit. On peut aussi citer le professeur Raoult, qui a inclus plusieurs milliers de patients dans un IHU hors la loi, totalement hors la loi, et j'insiste, hors toute structure réglementaire à laquelle moi je suis soumis, à laquelle on est tous soumis. Je n'ai pas le droit d'inclure un enfant dans cet IHU, totalement interdit. Monsieur Raoult, hors la loi, et j'assume mes propos, a inclus totalement de manière hors loi Jardé, etc., plusieurs milliers de patients parce qu'il était poussé par les médias, en fait, parce qu'il était dans un moment de Covid qui le poussait à faire ça. Et parmi les soignants, il y a des gens qui ne sont pas du tout formés au principe de la recherche, qui est là pour protéger les patients, en fait. C'est les lois de bioéthique pour éviter post-guerre l'expérimentation qu'on a fait chez les humains, etc. Et donc, cette façon de faire de la recherche, elle est indispensable. Et malheureusement, les affaires font plus de bruit que les choses positives. Bon, il a été condamné, etc. Mais en tout cas, c'est important que vous-même, vous soyez formé correctement à ça, parce qu'on peut avoir un patron qui fait des bêtises. Hein. Ça existe. Et donc, quand on est jeune, il faut qu'on connaisse les lois. Les laboratoires pharmaceutiques sont motivés par les aspects financiers. Tout ça, c'est un peu des préjugés qu'on donne. Sauf que les laboratoires pharmaceutiques, ce ne sont pas des philanthropes, ce sont des sociétés. Et s'il n'y avait pas ces sociétés, il n'y aurait pas de médicaments. Donc, on peut rêver d'un monde où le médicament est gratuit, fabriqué par des gens qui sont bénévoles, avec des patients qui rentrent dans des essais cliniques sans aucun intérêt personnel. Mais ce monde-là, malheureusement, il n'existe pas. C'est un monde idéal qui n'existe pas. Et donc, heureusement que les laboratoires pharmaceutiques sont là, et contrôlés, et très contrôlés, pour pouvoir faire des essais cliniques correctement. Les médecins investigateurs sont achetés par les laboratoires. Ça aussi, je commence volontairement par des pavés dans la mare, mais ça aussi, ce sont des choses qui sont dites. Alors, il y a deux choses contre ça. La première, c'est qu'il y a une obligation de déclaration des liens d'intérêt sur tous les sites institutionnels. Et maintenant, il y a un site gouvernemental. Et je vous incite à regarder les gens que vous connaissez pour voir quels sont leurs liens d'intérêt. Et donc, tout est publié, tout est contrôlé. Quant aux médecins qui sont des forts chercheurs et qui peuvent toucher des incitations financières à inclure des malades, parce que ça existe en fait, les laboratoires pharmaceutiques de manière totalement légale peuvent donner à l'institution où est fait la recherche de l'argent pour que cette institution fasse la recherche, ce qui est normal. Donc le CHU, ici, si j'inclus un enfant dans un essai clinique, va toucher de l'argent pour que les attachés de recherche clinique, la promotion se fasse, etc., avec des grilles totalement transparentes. Mais parallèlement à ça, l'investigateur va toucher ce qu'on appelle des honoraires investigateurs, qui sont souvent des honoraires un peu pour inciter à inclure. Et donc en France, pour éviter ce genre de conflit d'intérêts, a été créé le contrat unique qui fait que l'hôpital touche l'intégralité
sur un contrat unique des investigations. Donc tout ça, c'est important que vous ayez aussi ces informations pour que vous puissiez rassurer et éviter le bashing qu'il peut y avoir par rapport à la recherche dans notre pays. Autre chose, on ne connaît rien des effets secondaires de nouvelles drogues. Là aussi, vous devez être en mesure, si on vous challenge sur ce sujet-là, d'être capable en tant que cardio-pédiatre de connaître parfaitement bien les études de pharmacocinétique et dynamique de l'adulte, toutes les étapes de la molécule chez l'adulte. On ne peut pas faire de la cardiopédiatrie sans regarder ce qui s'est passé avant chez l'adulte. Même si l'enfant n'est pas un petit adulte, c'est intéressant de voir ce qui s'est passé. Et ensuite, si par exemple vous êtes avec un parent d'un enfant de 3 ans qui potentiellement peut rentrer dans un essai clinique, il est fort probable au préalable, on ait fait les phases 1, 2, 3 de la tranche d'âge du dessus, dont on peut potentiellement avoir les résultats. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est en mesure de rassurer les patients. Mais quand même, on part d'un obstacle quand même. Hein. Vous avez vu que on n'est pas aux États-Unis où la médecine est tellement chère que les parents sont très contents de rentrer dans un essai clinique. Hein. C'est pas le même contexte. On est dans une société qui change avec une violence. Parfois, on l'a vu beaucoup avec l'affaire du Covid. De la médecine basée sur les preuves, l'evidence-based medicine avec la randomisation d'un côté, et de l'autre côté, les médecines alternatives. Là, on est en plein là-dedans. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on peut faire les deux. On a le droit de randomiser pour des médecines alternatives, et on doit expliquer aux gens ce que c'est que la randomisation. Et je vous donne un exemple. Le cancer, il tuait 70% des enfants en 90. Voilà. Aujourd'hui, 70% survivent. Et s'il n'y avait pas eu les essais randomisés contrôlés dans le cancer, on n'aurait jamais ces résultats. Et si on arrive à trouver une autre solution que l'essai randomisé contrôlé pour améliorer les choses, on est preneur, mais malheureusement, c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc, il y a quand même des gens qui écrivent des livres marqués enfants cobayes, etc. C'est d'une violence extrême quand on a juste ces chiffres, en fait. Évidemment que on aimerait autre chose. On aimerait ne pas randomiser en cancérologie pédiatrique, c'est sûr. Mais malheureusement, il n'y a pas trop d'autres solutions pour arriver à un niveau de preuve satisfaisant. Et donc, il y a quand même certains médecins, certains soignants, certains patients, certaines associations qui rejettent ce concept et demandent une médecine individualisée avec des techniques alternatives qui sont non médicamenteuses. Alors que si ça vous arrive, je pense que faut pas perdre ce patient en disant oh là là, il veut faire de l'hypnose au lieu de la chimiothérapie. Il faut pas. Les gens sont en souffrance et parfois leur souffrance les amène à se rassurer par des techniques comme ça. Ben, on a le droit de leur dire, mais oui, on va faire un essai clinique sur l'hypnose, bien sûr. On en a dans le service. On va l'associer à votre traitement. Mais en attendant, je vais vous réexpliquer pourquoi cette chimiothérapie. Voilà. Et donc, faut soi-même avoir une formation pour ça. Donc, voilà, c'est des exemples où nous, on vient de terminer une étude randomisée contrôlée où on a évalué un programme de sophrologie chez des adolescents et jeunes adultes qui ont été opérés du cœur. Voilà. Donc, un patient qui, par exemple, a du mal à rentrer dans un essai clinique médicamenteux, vous pouvez tout à fait lui proposer ce type d'essai clinique. Il va comprendre que finalement, même en sophrologie, on randomise. Pour la petite histoire, cette étude dont j'ai eu les résultats il y a un mois, elle est négative. Donc non, je ne vais pas me battre pour rembourser la sophrologie, en tout cas sur la base de mon étude. Je ne me battrai pas pour que dans notre pays, on rembourse, même si j'aime beaucoup la sophrologie, et même si les patients peuvent le faire, l'étude est négative. Ça n'a pas amélioré la VO2, la qualité de vie, etc. Et ça, c'est juste terrible, mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait de la recherche. Il y a d'autres études, l'ostéopathie, dans la chirurgie des cardiopathies congénitales, qui a été menée par Fanny Bajol, Anne Ecker, etc. Donc, il y a beaucoup d'études dans notre spécialité qui sont des études non médicamenteuses et qui se confrontent aux affres de l'essai randomisé contrôlé. Donc, comme je vous le disais, les affaires font beaucoup plus de bruit, malheureusement, que les succès en recherche clinique. Et alors que les succès, il y en a vraiment beaucoup, heureusement. Et les réseaux sociaux ont plutôt un effet, en tout cas, défavorable que promoteur, même si maintenant, les gens qui nous donnent de l'argent pour faire de la recherche, par exemple en Europe, nous demandent à nous, les chercheurs, de créer des sites Internet de vulgarisation en marge de nos projets de recherche pour les patients, et des sites qui sont co-créés avec les associations de patients. Il y a aussi des sites Internet comme celui à droite, Facebook, avec des associations de patients qui
répertorie tous les essais cliniques qui existent. Donc, par exemple, en cardiologie pédiatrique, l'association nationale qui s'appelle Petit Cœur de Beurre, elle a sur son site beaucoup d'essais cliniques qui sont en cours aujourd'hui en France. Et donc, ça fait partie des associations d'usagers qui soutiennent la recherche dans notre pays. Alors, les parents, il faut savoir prendre en charge les parents. Quand on parle de recherche avec leur enfant, les parents, se sentent coupables déjà de la maladie chronique de leur enfant. Ils ont l'impression que l'essai clinique va être une contrainte en plus. Il faut pas leur mentir, c'est une contrainte en plus, en fait. D'ailleurs, ça sert à rien de dire aux gens, non, mais c'est qu'un petit essai. Non, c'est pas un petit essai. C'est des contraintes, il faut le dire. C'est des prises de sang, c'est désagréable, c'est une surveillance, c'est une sursurveillance du patient. Voilà. Et parfois, les deux parents sont pas alignés. Faut pas imaginer que les parents, c'est une identité. Les parents, c'est deux personnes, hein, qui, face à un enfant malade, sont deux personnes très différentes, avec un qui souvent prend l'ascendant sur l'autre. Donc, faut faire très attention à ça aussi. Il faut vraiment que l'avis des deux parents soit consensuel et quitte à prendre son temps. Alors, parfois, il n'y a pas le temps. Mais souvent, il peut y avoir le temps. Et des fois, il y a des affaires qui partent dans le médico-légal parce que, vous voyez ici, ces parents qui étaient à Londres, leur enfant avait une maladie rare, il n'y avait pas d'essai clinique. Alors, les gens sont de plus en plus informés sur la recherche. Ils vont bien, vous, votre génération, ils vont vous challenger en disant, mais vous n'êtes pas dans l'essai clinique X? Et donc, ces Bébé, parents-là qui s'étaient j'ai fait un renseignés. gâteau au chocolat. J'ai fait un gâteau au chocolat. Mais Est-ce c'est que vous pour pouvez les... couper votre, Euh, est-ce que vous pouvez couper votre Zoom, s'il vous plaît? Merci. Donc c'est une famille en fait qui a, je sais pas s'ils sont allés jusqu'à la plainte, mais en tout cas ça a été médiatisé énormément. Ils étaient à Londres et leur enfant avait une maladie rare et ils voulaient absolument une nouvelle molécule qui n'était que aux États-Unis. Ils voulaient le transfert. Enfin ça a fait grand bruit. Donc parfois les parents peuvent être freinés à faire rentrer leur enfant dans un essai clinique, mais parfois c'est le contraire. Ils peuvent au contraire avoir l'impression que c'est une perte de chance et que c'est de votre faute si cet essai clinique n'est pas fait dans votre centre. C'est beaucoup dans les maladies rares qu'on peut avoir ce genre de situation. Donc les gens sont de plus en plus éduqués sur les nouvelles molécules, etc. Et c'est très bien. Il y a des diplômes maintenant de patients experts, donc de patients partenaires, et les patients sont avec nous, les chercheurs, dans les essais cliniques, et maintenant sont même avec nous pour designer les essais cliniques. Donc il y a une culpabilité, il y a parfois une envie de dire oui au médecin référent s'il est aussi l'investigateur. Ils ont confiance en ce médecin. Ils ont peur de le décevoir ou que la prise en charge soit moins bonne s'ils disent non. Donc c'est très important pour ceux qui sont ici, qui vont faire de la recherche et qui sont à la fois cardiopédiatres et chercheurs, de dire aux malades, alors en fait, vous savez, vous me dites non, il n'y a aucun problème. Faut vraiment le dire, ça. Parce qu'ils vont vraiment être mal à l'aise. Et des fois, c'est un demi-oui qu'ils vont vous dire, ou ils vont dire oui au médecin, et puis derrière, à l'attaché de recherche clinique, l'attaché de recherche clinique qui va appeler les parents va sentir que c'est pas tout à fait un bon oui. Et donc voilà. Alors les risques, si on ne prend pas à bras le corps ce problème de la recherche, en particulier médicamenteuse, c'est qu'on va finir par être un pays où on a une excellente structure de la recherche, en particulier les centres d'investigation clinique, ce qui est le cas en France. On a des très très bons CIC partout, il y a des CIC pédiatriques sur tout le territoire. C'est une chance. Mais par contre, comme il y a un manque d'éducation de la population et aussi des médecins qui sont insuffisamment formés à la recherche clinique, ben on a la France qui dégrade progressivement dans le nombre de patients inclus dans des essais cliniques. Et c'est pas une bonne chose. Il ne faudrait pas qu'à un moment donné, les industriels d'ailleurs, ils sont déjà en train de le faire, se retournent dans des pays où la réglementation est plus souple, où le contrôle est moins clair. Et donc, on sait qu'en France, on fait des essais cliniques correctement et que, en général, à part pendant le Covid, des druides ne vont pas commencer à faire n'importe quoi. Alors, ça, c'était les problèmes. Maintenant, les solutions. Donc, les solutions, c'est de la pédagogie, expliquer, comme je le fais aujourd'hui avec vous, auprès des patients, l'histoire du médicament concerné. On dit aux gens, bah, vous voyez, l'Entresto, parce que c'est la dernière AMM en pédiatrie, donc il y a quelques mois, donc on va parler de l'Entresto. Il y a eu des phases précliniques chez l'animal, puis ensuite chez l'adulte. On a testé ça dans telle indication de l'adulte. Il y a eu différentes phases.
Ça a mis 10 ans. Et l'essai clinique de l'Entresto chez l'adulte s'est arrêté précocement, tellement la mortalité dans le groupe Entresto était plus faible que dans le groupe contrôle. Là, je ne mens pas. OK? Moi, j'explique ça aux gens. Et c'est la vérité. Comme on s'est aperçu que cette molécule avait l'air d'être efficace chez l'adulte, nous, les cardiopédiatres, on s'est dit, pour nos patients, on voudrait quand même la même chose. Sauf que l'insuffisance cardiaque de l'enfant, ça n'est pas la même chose que l'insuffisance cardiaque de l'adulte. Et donc, ça va prendre beaucoup de temps. On va commencer par les adolescents, puis les enfants un peu plus petits, puis les nourrissons, puis les nouveau-nés. On va se prendre 10 ans, phase 1, phase 2, phase 3. Voilà. Est-ce que vous souhaitez faire partie de cette aventure? On va contrôler l'Entresto par un autre groupe qui s'appelle un groupe témoin, un groupe contrôle. Moi, en tant que docteur et vous, en tant que parent, vous n'aurez pas la possibilité de juger dans quel groupe va tomber votre enfant, si c'est la phase 3. Et le groupe contrôle, c'est une molécule qu'on prescrit tous les jours qui s'appelle l'inhibiteur d'enzyme de conversion. D'ailleurs, votre enfant, il a du captopril. C'est ça la vraie vie. Et vous voyez comment j'ai vulgarisé en espace de 1 minute un essai clinique. Il faut pas aller beaucoup plus loin la première fois que vous parlez de recherche à une famille. Vous les testez. Si vous avez l'impression que la lumière s'allume à ce moment-là, vous dites, bon, peut-être on peut aller plus loin. Si à ce stade, vous commencez à sortir les 10 pages de notes d'information avec l'intégralité de tous les essais cliniques, je pense que vous n'y arriverez pas. Voilà. Et d'ailleurs, si les gens adhèrent à cette notion de recherche clinique, en général, on le sait assez vite. Mais il faut leur laisser un long délai de réflexion pour pouvoir vraiment recueillir un vrai oui ferme et pas un demi-oui. Et donc, on leur explique les phases précliniques chez l'animal, la phase 1 chez l'enfant sain ou guéri, avec des risques qui sont très faibles et des doses qu'on va essayer de calculer. La phase 2, on connaît la dose issue de la phase 1 et on va voir quelle est la tolérance du médicament. Et la phase 3, le médicament est bien toléré, mais on veut mesurer son efficacité par rapport au traitement standard ou au placebo. Et ça, les gens le comprennent en général assez bien. Quelle attitude il faut avoir quand on est investigateur? Il faut expliquer que les enfants ont longtemps été défavorisés dans les essais adultes. Vous pouvez sortir une ordonnance d'un de vos patients. Vous avez 9 chances sur 10 d'avoir un médicament ARMM sur la liste, avec une recette de druide passée de génération en génération sur le PUPH qu'il l'a donné à moi, qu'il l'a donné à vous. Voilà, c'est ça quand même qu'on fait. Et donc là, les parents, quand vous leur dites ça, ils disent non, si, depuis 3 ans, vous avez du Renitec avec une dose passée de druide en druide. Donc, ça les fait rire s'ils ont de l'humour. S'ils n'ont pas d'humour, ça les fait pas rigoler. Alors, mais c'est la vérité. Et donc, on ne veut plus, on ne veut plus aujourd'hui être dans ce monde-là. Et donc, on est en train de progresser molécule après molécule. Alors, les parents, s'ils sont intelligents, ils disent pourquoi on fait l'Entresto et pas le Renitec? Donc là, vous dites, parce que le Renitec, maintenant, il n'y a plus trop d'enjeux financiers. Ça intéresse aucun laboratoire industriel d'avoir l'étude sur le Renitec, sur l'énalapril. Donc, vous recueillez l'avis des 2 parents sans contrainte, vous laissez le temps de réflexion, vous ne minimisez pas les effets indésirables du médicament. Ça, c'est vraiment fondamental. Il faut pas que vous passiez sous silence la longue liste des effets indésirables qu'ils vont lire en rentrant à la maison sur la note d'information. Ça n'existe pas une molécule sans effet indésirable. Vous pouvez leur dire, on va ouvrir le Vidal, on va regarder Doliprane si vous voulez. Voilà. Et là, ils regardent, ah bon, il y a tout ça dans le Doliprane? Bah oui. Donc, c'est comme ça. S'ils découvrent en rentrant à la maison qu'il y a une liste de 2 pages d'événements indésirables potentiels, ils vont se dire, lui aussi, c'est un druide. Donc, être pragmatique, il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre solution que les essais cliniques actuellement pour tester une drogue. Peut-être que plus tard, il y en aura, mais aujourd'hui, non. Il est important de montrer que les résultats ne sont parfois pas ceux attendus. C'est très bien de voir un essai négatif. Moi, je suis très content de voir que dans ma population d'insuffisants cardiaques nourrissons, l'Entresto et le Nalapril vous verrez la même efficacité. Je me dis que déjà, c'est bien. Ça me donne des données de l'Enalapril déjà. Et que par contre, il y en a un qui améliore un peu plus la qualité de vie que l'autre. Je suis très content de ce résultat. C'est pas un résultat qui m'embête. L'industriel, il est moins content. Il aurait préféré avoir, comme chez l'adulte, les 2 courbes de survie qui s'espacent. Mais moi, en tant que cardiopédiatre, je suis très content d'avoir ces résultats. Les risques sont contrôlés, les étapes de contrôle sont effectuées. Donc, en Europe, c'est l'Agence européenne du médicament, l'EMA. En France, c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament, la NSM.
Au-dessus, vous avez la Haute Autorité de Santé avec la Commission de transparence, on en parlera un petit peu après. Vous avez les comités d'éthique, comités de protection des personnes, exactement, c'est comme ça que ça s'appelle. Vous avez les structures de recherche clinique agréées par les ARS pour mener des essais cliniques chez les populations comme les enfants. Donc, dans les CHU, ce sont des centres d'investigation clinique. Ne vous embarquez jamais à faire un essai clinique en dehors d'un CIC chez un enfant, je vous le conseille pas. Évidemment, le service où est menée l'étude. Donc, un exemple d'ordonnance hors AMM typique d'un enfant cardiaque. Donc, vous voyez, vous avez des médicaments en autorisation transitoire d'utilisation qu'on appelle des ATU ou des médicaments hors AMM qu'on prescrit régulièrement. Et donc, peut-être qu'un jour, nous n'aurons plus jamais d'ordonnance hors AMM. Faut maintenir le lien de confiance avec l'intégralité des patients, des soignants et la famille eux-mêmes. Donc, par exemple, là où ça peut être compliqué, c'est si vous êtes l'investigateur, mais vous n'êtes pas du tout le cardiopédiatre du patient, qui est suivi par quelqu'un d'autre. Donc, ça peut se faire en binôme éventuellement. Le pédiatre peut suspendre l'étude à tout moment, ainsi que la famille et l'enfant, le pédiatre, le médecin traitant. On peut faire des rencontres de famille, par exemple, une famille qui a participé à un essai clinique. Moi, je le fais assez souvent, ça. Les enfants qui ont participé à l'Entresto ou au Xarelto ou à tous les derniers essais qu'on a fait sur les dernières années, de les faire se rencontrer s'ils le souhaitent, pour qu'ils se parlent entre eux, tout simplement de leur expérience, ça marche bien. Il y a des enquêtes qui ont été faites dans la littérature sur ce qui motive les gens à participer à des essais cliniques. Alors la première motivation, c'est encore une fois souvent que le propre enfant est concerné. Donc, c'est pour ça qu'en cancérologie, ça avance plus vite que dans les autres spécialités. C'est que quand vous avez fait une première ligne de chimio classique, standard of care, une deuxième ligne de chimio classique, standard of care, et que là, la seule option numéro 3, c'est la recherche, bah là, les gens vont dire oui. Quand l'option numéro 3, c'est la recherche, et qu'il n'y en a pas d'autre, bah, les gens vont dire oui. Les motivations, ça peut être améliorer la qualité de vie des autres enfants, des parents qui, par exemple, ont vécu des expériences. Si on prend l'exemple des anticoagulants, des gens qui ont vécu les héparines et les AVK et toute la difficulté d'équilibrer quand leur enfant était bébé. Leur enfant bébé, maintenant, il a, je sais pas, un ventricule unique. Le ventricule unique n'a plus d'anticoagulant parce qu'à ce moment-là, il va bien. La fenestration est fermée, il est simplement sous aspirine. On va proposer à cette famille de tester des AOD, par exemple, dans un essai randomisé contrôlé versus AVK. Ils peuvent dire oui pour éventuellement la future génération de ventricules uniques qui auront des AVK. Les freins sont que, en tout cas dans cette publication américaine, la majorité des patients étaient intéressés par la notion de recherche, mais une grande majorité ont jamais été vraiment approchés pour participer à un essai clinique. Le deuxième frein, c'est la peur des effets secondaires. Il faut vraiment passer du temps sur les effets indésirables des essais cliniques. Et qu'est-ce que souhaitent les patients pour être informés? Ils souhaitent être en consultation avec leur médecin à eux. Ça, c'est leur situation idéale. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi que nous, on forme des médecins non chercheurs à être véhiculeurs d'informations sur l'existence des essais cliniques. C'est ce que souhaitent les associations de patients. Parfois, c'est par des amis ou par la famille. En tout cas, dans cette étude, ils ne voulaient pas de publicité ou de réseaux sociaux. Bon, c'est aux États-Unis. En France, on ne peut pas faire de publicité aussi facilement que le feraient les Américains. Les erreurs à ne pas commettre, c'est de faire un recueil téléphonique du consentement ou par courrier avec un parent absent physiquement. Une signature d'un seul parent alors que il est requis d'en avoir une deuxième par le comité d'éthique. Et encore une fois, faites attention. Il y a des parents qui sont en situation de conflit et qui peuvent vous dire, mais c'est moi qui ai l'autorité, je signe. Non, 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 ça c'est très rare que le deuxième parent soit déchu de son autorité. Ça n'est pas parce que l'enfant a la résidence principale chez un des deux parents que le deuxième est déchu de ses droits. Donc faites très attention à ça. L'autre parent pourrait se retourner contre vous pour ne pas avoir été informé de la participation à un essai clinique. Donc là, pour les médicaments, les deux parents. Si c'est compliqué d'avoir la deuxième signature, ne l'incluez pas. Ça veut dire que tout va être compliqué. Ne pas informer ou impliquer les autres praticiens en charge de l'enfant, ça c'est une erreur à ne pas commettre. On est plusieurs, surtout dans notre spécialité, à s'occuper des patients. Donc c'est important de prévenir les autres spécialistes.
Et puis, il faut recueillir le consentement, enfin, l'assentiment. L'enfant va pas signer. Alors, des fois, on leur fait gribouiller un truc. Mais en tout cas, il faut vraiment avoir eu l'assentiment de l'enfant, en fait. C'est important, ça. Donc, quand on recueille le consentement éclairé, il faut prendre son temps, informer complètement et si c'est possible en plusieurs fois. Pas de pression sur la famille, obtenir un oui franc, être honnête et ne pas minimiser les risques, remettre la note d'information aux deux parents, informer l'enfant et lui demander oralement son assentiment, laisser un temps de réflexion adapté à la situation. Il n'y a pas de délai légal dans la loi. Donc ça, c'est à vous de l'estimer. Si c'est pour faire une session de sophrologie, vous pouvez estimer que le délai de réflexion, s'il est très court, c'est moins grave que si c'est un essai randomisé contrôlé qui va durer 6 mois sur de l'entresto. Vous voyez? Ça, c'est à vous d'estimer ça. Revoir tout le monde pour répondre aux questions et prendre son temps. Recueillir la signature des deux parents et recueillir l'assentiment de l'enfant. Voilà la checklist qu'il faut respecter. Alors, les freins du cardiopédiatre à être investigateur. Donc, la formation souvent est incomplète en recherche clinique. Le processus parfois est compliqué. Moi, j'essaie de vous le vulgariser, mais je sais que j'ai déjà perdu la moitié de la salle. La responsabilité est très importante de l'investigateur principal. Donc, quand on découvre ça, on se dit, ah bon, quand même, d'accord. Beaucoup d'énergie, énormément d'énergie pour peu de patients à inclure en pédiatrie. Et puis, on a tous une charge clinique lourde, donc on a l'impression qu'on se rajoute un travail. Alors, si vous êtes intéressé par de la recherche, il ne faut pas que vous fassiez de la recherche en plus de votre travail clinique, mais à la place d'une partie de votre travail clinique. Sinon, ça ne marchera jamais. Jamais. Voilà, ça c'est vraiment... c'est comme les réunions à 19h le soir. Ça ne marche pas. Mais vous êtes une génération, vous savez déjà ça, donc j'ai pas besoin de vous le dire. Mais voilà, si vous êtes intéressé, il faut que vous mettiez dans votre logiciel que c'est une partie de votre métier. Voilà. De la même manière que vous allez ouvrir votre consultation quand vous serez senior, pour ceux qui ne le sont pas déjà, eh bien, vous allez vous dire, bah, si je fais de la recherche, c'est pas en dehors de mon temps de travail. Ça fait partie de mon temps de travail. Il faut que vous organisiez votre temps et très tôt, même quand vous êtes jeune, pour que vous puissiez le faire, parce que personne ne va vous aider à le faire. C'est à vous de le faire, tout seul. Et vous verrez qu'une consultation de recherche, ça vaut 10 consultations de clinique. Testez-le, vous le verrez. Parce qu'on va vous challenger sur votre qualité. Parce que quand on va vous demander une écho pour l'essai clinique en Tresto, avec toutes les belles coupes d'écho qui vont passer sur un board international des meilleurs échographistes au monde et qui vont vous renvoyer votre image en disant « Ah, la 5 cavités, elle est pas belle. » Eh bien ça vaut bien plus que 50 consultations de clinique ou notre compagnonnage, même s'il est parfait, notre compagnonnage. On va très vite vous laisser tranquille tout seul et disparaître et vous laisser dans la mare. Donc voilà, la recherche, c'est un très très bon compagnonnage quand on est un jeune médecin, parce qu'en fait, tous vos process vont être évalués. Pour ceux qui font de la VO2, ils le savent avec moi. Bah là, moi, c'est beaucoup moins rigolo quand je sais que c'est un essai clinique, parce que je sais que derrière, le seuil ventilatoire, il a intérêt à être bien calculé, l'épreuve d'effort, elle a intérêt à être bien maximale, parce que je sais que dans certains essais cliniques, ça met en jeu la qualité de mes propres procédures, de mes propres diagnostics. Et puis, j'ai pas envie que quand les VO2 vont être envoyés dans le fichier Excel pour valider mon propre laboratoire de VO2, que je me fasse recaler par Boston. Non, hors de question. Et vous verrez que toute la recherche, c'est ça. Si vous faites de la recherche industrielle, on va vous challenger. Voilà. Et vous allez apprendre des meilleures pratiques. Parce que il n'y a pas de meilleure revue de la littérature qu'un protocole de recherche industriel ou pas, qui est passé par tous les affres de ces contrôles que je viens de vous dire. Voilà. Moi, pour faire ce cours ce matin, comme j'ai été l'expert de la comité de transparence, maintenant c'est plus secret de l'Entresto, j'ai repris le dossier que m'avait envoyé la HS avec toute la biblio. Elle est mieux que ma propre biblio. Il y a tout. Parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils doivent être parfaits. Et donc, en fait, même moi qui maîtrise le sujet, qui ai été l'expert, pour vous mettre sur le drive les meilleurs articles, j'ai été regarder la biblio faite par l'industriel pour passer la commission de transparence. Voilà. Et donc, en fait,
ça vous challenge, vous êtes dans un essai clinique, et donc un malade inclus dans un essai clinique comme l'Entresto, et je fais aucune pub, c'est juste que c'est le dernier, hein. Ça va vous remettre à jour l'intégralité des recos de l'insuffisance cardiaque de l'enfant, des pratiques de l'insuffisance cardiaque partout. Vous allez donc apprendre que les Belges, ils prescrivent plutôt ça, que les Américains, ils prescrivent plutôt ça, et qu'à la fin, ils sont tous mis d'accord pour savoir le traitement standard of care, lequel ça serait. Vous voyez? Ça, si vous faites pas ce travail, bah, vous allez répéter ce que votre centre fait de génération en génération sans jamais vous remettre ça en question. Donc, il faut se faire aider des réseaux des centres d'investigation pédiatrique. Si vous êtes intéressé, il y a un réseau des CIC qui vous prévient de l'ouverture d'essais cliniques si vous avez envie d'y participer. Pour ceux qui sont dans des centres qui ne font pas beaucoup de recherche pédiatrique, faites partie des réseaux des CIC pédiatriques, comme ça vous serez informés de ce qui existe. Pour ceux qui n'ont pas de CIC pédiatrique du tout dans l'institution, allez voir les CIC adultes et ils vont vous expliquer plein de choses. Contactez les autres centres investigateurs pour avoir leurs expériences. Formez-vous en recherche clinique, diplôme d'université qui existe, il y a des masters aussi qui existent, il y a des formations aux bonnes pratiques cliniques qui s'appellent les BPC qui sont maintenant accessibles très facilement pour tout le monde, et ça dépend où vous travaillez, mais en général vous avez un groupe de recherche clinique qui va vous dire comment passer vos BPC. Vous motivez vos collègues pour être plusieurs investigateurs au sein d'une même équipe, parce que c'est plus sympa d'être à plusieurs que tout seul. Vous vous engagez auprès de l'industriel que pour un nombre minimal et réaliste d'inclusion. Damien Bonnet et moi, quand on remplit les fiches de sélection des essais médicamenteux, on met 1. On dit on s'engage pour 1. Voilà, au moins comme ça, bon, en général on fait plus, mais au moins comme ça là, on est tranquille. Et puis le contrat unique, c'est vraiment quelque chose de bien parce que ça vous permet d'avoir ces honoraires investigateurs qui vont vous permettre de recruter des collègues, que ce soit des attachés de recherche, des post-docs, voire même du temps médical. C'est comme ça que nous, dans le service, on recrute à Bordeaux du temps assez important pour notre centre d'investigation clinique et pour nos masters et pour nos post-docs et pour nos médecins même. Certains de nos assistants sont payés par ce genre de financement. Donc, si vous voulez vous former, bon, moi je fais partie d'une région qui est coordonnée par le groupe de recherche clinique GIR-CISO, mais il y en a un par région. Et donc, si vous voulez faire ces BPC, les formations à la recherche clinique, et ben vous allez sur la plateforme et puis voilà, vous passez vous avez une petite formation et vous passez vos BPC. Bon, les BPC, c'est vraiment le minimum, hein. L'idéal, c'est de faire plus. Mais en tout cas, pour être investigateur, c'est une obligation de faire le BPC. Ça va? Et donc, il y a trop de médicaments hors AMM en cardiopédiatrie avec un niveau de preuve insuffisant dans trop de situations. On doit être acteur et participer aux essais thérapeutiques, et les soutiens à définir, c'est qui peut nous aider pour avancer un peu, donc les sociétés savantes, les réseaux de soins, les réseaux de maladies rares, les réseaux des centres d'investigation clinique, les associations de patients qui sont de plus en plus impliquées. Et comment on fait? Ben, on se forme, on fait de la promotion de la recherche, on communique sur la recherche. Et quand même, sur les dernières années, en tout cas dans notre spécialité, on peut dire qu'il y a eu une belle accélération. Et la France a quand même été un pays qui a très bien inclus dans les essais cliniques cardiopédiatriques sur les dernières années. Et je vais vous en montrer quelques-uns pour illustrer mon topo. Donc, sur quelles indications est-ce qu'on doit encore un peu avancer? Bon, sur beaucoup, hein, mais il y a, je vous montre des excès d'essais industriels et puis vous me posez des questions si vous voulez. Comme ça, c'est ça qui est intéressant. C'est encore une fois, c'est des essais. Ils auraient pu être mieux pour plein de choses. Et donc, ce qui est intéressant, c'est si vous aviez eu l'intérêt pour éventuellement participer à la création de ce genre d'essai, qu'est-ce que vous auriez fait ou qu'est-ce que j'aurais fait? Donc, il y a eu par exemple le valsartan. Le valsartan, vous savez, c'est un sartan, et en fait, il y avait eu 2 essais thérapeutiques pédiatriques avec 2 doses différentes, qui étaient très différentes. Je crois que c'était 0,5 mg/kg et 2 ou 3 mg/kg dans le Vidal.
Et donc, l'agence européenne a dit c'est pas possible. Donc, c'est un essai qui a été demandé par l'agence européenne au laboratoire, qui était Novartis, je crois. Chez l'adulte, l'indication, c'était l'insuffisance cardiaque et l'hypertension artérielle. Et donc, l'industriel devait refaire un essai clinique pour savoir quelle était la bonne dose chez l'enfant. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait? Imaginez, vous êtes directeur médical de Novartis, vous recevez le courrier recommandé de l'Agence européenne du médicament. Qu'est-ce que vous faites comme essai clinique? Qui vous prenez comme patient? Quelle phase vous faites? Quels critères de jugement? Qu'est-ce que vous faites? Alors là, c'est ouvert puisque il y a plein de réponses possibles. Puis après, je vous montrerai ce qu'ils ont fait. Et je vous montrerai combien de malades on a inclus en France. Alors, allez-y. Qu'est-ce que vous feriez? Ouais, laquelle tu prendrais? Tu prendrais de l'hypertension artérielle, ok? Donc, tu as le choix. Hein, alors, en fait, souvent, ce qu'on fait, c'est on fait du copier-coller de l'adulte, en fait, en général. C'est pas toujours une bonne chose. Mais les industriels ont tellement peur qu'ils se disent on va rester dans les clous de l'essai de l'adulte. Donc, tu prendrais aussi insuffisance cardiaque ou tu ferais que HTA? Non, mais il n'y a pas de piège. Hein. Comment tu ferais pour répondre à cette question? Si tu étais vraiment en situation de responsabilité, tu peux ne pas être un expert de la pédiatrie, tu es le directeur médical de Novartis. Tu n'as jamais vu d'enfant de ta vie. Qu'est-ce que tu ferais? À qui? C'est qui les experts? Non, mais c'est ça qu'ils font. Comment tu fais pour aller chercher tes experts? Par qui tu passes? Il y a plein de solutions. Hein. Les sociétés savantes, donc là c'est un essai européen, donc déjà tu te dis société savante européenne, donc tu la trouves, tu la cherches. Donc tu vas chercher la Société européenne de cardiopédiatrie, c'est une première solution. Qu'est-ce que tu fais d'autre sinon? Deuxième solution, plus simple. PubMed, tu regardes qui publie. Et ils le font. Hein. Parce qu'on peut être un expert qui publie beaucoup et qui n'est pas dans les bureaux politiques des sociétés savantes. Dans les sociétés savantes, il n'y a pas que des scientifiques, voire même, ça manque parfois de scientifiques. Donc, c'est ce qu'ils font en général. Et ensuite, ils vont vérifier les conflits d'intérêts. Bon, mais là, je vais passer ces histoires qui sont moins intéressantes. Mais ils vérifient ça aussi, qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts majeur. Et donc, ils vont aller demander quoi, en fait, à ces experts? Ils vont demander, bon, c'est quoi le problème de la pédiatrie? Et ils vont demander, est-ce que vous donnez déjà du sartan? Et dans quelle indication vous le donnez? Parce qu'ils vont essayer quand même de cibler l'intérêt de la molécule. Et donc, bah voilà, moi je suis l'expert, je te réponds. Je vais te répondre au moment où ils ont fait l'essai clinique. Ça commence à remonter à quelques années. On leur a tous répondu. Très honnêtement, dans l'insuffisance cardiaque, on ne le donne pas. C'était ça à l'époque. D'ailleurs, ça a très peu changé aujourd'hui. On le donne dans l'HTA essentiellement, donc tu as raison. Et on le donne un peu dans la dilatation de l'aorte, là, dans les élastopathies, parce qu'il y a une publique qui vient de dire que c'est pas mal le sartan. Voilà ce que faisaient les cardiopédiatres à l'époque. Ok. Donc ils ont choisi HTA. Ça marche? Ils n'ont pas choisi insuffisance cardiaque. La deuxième raison pour laquelle ils n'ont pas choisi insuffisance cardiaque, les industriels, c'est qu'ils ont plus peur d'arrêt brutal d'un essai clinique pour un événement indésirable grave. Et donc, dès qu'on prend des malades graves, on a plus de risques que l'essai s'arrête en plein milieu parce qu'il y a eu un événement indésirable, on arrête tout, on réfléchit. Donc, ils ont toujours un peu peur des malades plus graves. Après, quel design on va faire quel âge on va prendre qu'est-ce qu'on va s'y prendre? En sachant que la question posée, c'est 0,5 mg kilo ou 2 mg kilo. Ouais, donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris hyper large. J'ai plus en tête, mais je pense qu'ils ont fait 0,18 ans ou 1 an 18 ans. Effectivement, ils ont fait ça. Parce que l'HTA est de prévalence faible chez l'enfant aussi. C'était l'autre raison. OK. Phase 1, phase 2, phase 3. On poule pas. Ouais, ouais. Et alors, l'AMM, l'Agence européenne du médicament, disait, les données PKPD sont insuffisantes. Donc, tu avais déjà, en gros,
tu savais qu'il fallait la refaire, la phase 1. Donc, ils ont dû refaire la phase 1. Mais encore une fois, les malades sont rares. Donc, en fait, ils ont poolé des phases entre elles, en fait. Ils ne pouvaient pas faire autrement que de pooler des phases 1 et des phases 2 en même temps. Et donc, c'est un design. Je vous donne la solution, hein. Alors, moi, il m'a fallu une journée pour comprendre, hein. Là, je vous fais un résumé, mais le protocole est énorme. C'est la première phase, elle est en double aveugle, à 0,25 mg kilo et l'autre à 4 mg kilo. Donc, j'avais oublié les doses, c'est 0,25 et 4. C'est quand même rien à voir, hein. Ça, c'est les 2 doses publiées. Donc, ils ont été, allez hop, on fait 0,25 versus 4 en aveugle. Comme ça, on répond à la question numéro 1. Ensuite, on passe en ouvert, on arrête l'aveugle chez le même malade et on continue pendant 1 an, 52 semaines. Et là, on titre, comme on ferait dans la vraie vie. 1, puis 1,5, puis 2, puis voilà. Et là, on voit, voilà. Donc, pas facile comme design. Et allez faire comprendre ça à les parents. Alors, rassurez-vous, pendant, je me rappelle plus combien c'était, 1 mois et demi, vous serez en aveugle, machin. Enfin, nos attachés de recherche. Voilà. Donc, des fois, c'est compliqué. Résultat des courses, 1 malade inclus en France. 1. Moi, et je galérais. Voilà. Mais alors, pour la petite histoire, il est toujours sous Tareg en solution buvable, puisque c'est comme ça le valsartan. C'est donc un médicament qui a une AMM, qui s'appelle du Tareg en solution buvable, et que personne ne prescrit en France, alors qu'ils ont subi les affres de l'essai clinique. Ils l'ont fait le job. Vous voyez un peu comment la diffusion est mauvaise, parce que je sais qu'ici, personne ne prescrit du Tareg en solution buvable pour le nourrisson, et tout le monde s'embête à faire du déconditionnement, etc., alors qu'on a toutes les données qui existent. C'est triste, hein? Voilà, donc c'est vraiment pour vous montrer par A plus B que on a encore beaucoup de travail à faire sur la diffusion des connaissances. C'est-à-dire que vous avez plus confiance en le druide, vous, bah si, qu'en l'essai clinique. Voilà. La pédiatrie, c'est des questionnaires de goût, donc ils ont donné des questionnaires de goût. La pédiatrie, c'est utiliser du matériel adapté, donc des tensiomètres calibrés, etc. Deuxième type d'essais cliniques récents, les anticoagulants. Donc, chez l'adulte, les anticoagulants oraux directs ont l'AMM dans différentes situations, les phlébites, etc. Chez l'enfant, il y a 5 ans, même un peu plus 10 ans, on était sur des recommandations d'experts sur le traitement de la thrombose veineuse profonde, avec des papiers qui disaient aspirine, des autres de l'AV4, des autres de l'héparine, 6 semaines, 3 mois, 2 semaines, puis si l'écho est normal, on fait enfin bref, tout était possible avec des recommandations de Monagel qui étaient uniquement des avis d'experts. Et donc, il a fallu avancer sur l'axe anticoagulant. Il y a un problème dans le traitement standard qui est que on banalise un peu en pédiatrie les AVK en se disant tout va bien, les AVK c'est pas dangereux, et alors qu'en fait on a tous des accidents dramatiques d'anticoagulants qu'on essaie d'oublier un peu, mais on en a tous. Et donc il a fallu tester les nouvelles molécules, donc en particulier par exemple le rivaroxaban, qui est un inhibiteur direct du 10A et qui ne nécessite pas de surveillance biologique, qui est essentiellement éliminé par le foie, un peu par le rein, et qui n'a pas de mesures diététiques particulières. Et donc, l'adulte avait fait, les populations adultes avaient fait l'essai clinique Einstein, qui est un essai standard, randomisé et contrôlé, qui a abouti à une AMM que vous connaissez probablement dans le traitement et la prévention dans le traitement des thromboses veineuses profondes, la prévention des AVC, etc. Je ne reviens pas sur les détails. Et donc là, l'industriel Bayer, le laboratoire Bayer, dans le cas du plan européen du médicament, on lui a dit, tu dois faire un essai clinique pédiatrique puisqu'il y a de la pédiatrie là. La thrombose, ça n'est pas que l'adulte. Et donc, ils ont créé le programme Einstein Junior. Donc, même question que je vous pose. Vous êtes le directeur médical de Bayer. Vous êtes donc allemand et donc vous êtes bien rigoureux, bien rigide. Et donc, on vous demande de faire le plan européen, le plan d'investigation pédiatrique du Xarelto chez l'enfant. Bim, qui vous prenez, comment vous y prenez, quelle phase, etc. Allez-y. Et vraiment, c'est la vérité, vous êtes hématologue ou cardiologue adulte, hein. Pour ceux d'ailleurs qui s'intéressent, ils recrutent ce genre de laboratoire pour ceux qui sont formés avec des super jobs.
Et donc, il y a des cardiologues qui sont directeurs médicaux de ce genre de laboratoire et qui sont en général de très haut niveau scientifique, parfois supérieurs à certains PUPH. Et donc, ces directeurs médicaux veulent savoir justement dans quelle direction ils doivent aller. Eux, ils ont leur poste qui peut sauter. S'ils se trompent de design, leur poste est en jeu quand même. Donc, il y a une forte responsabilité. Il ne faut pas se tromper. Donc, ils ont fait le tour un peu de tous les experts. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme essai clinique? Qui on prend? C'est quoi la thrombose chez l'enfant? Vas-y. Ouais. Donc, c'est quand la thrombose chez l'enfant? Vous connaissez un peu l'épidémiologie de la thrombose chez l'enfant? Quand est-ce que ça arrive? Quels sont les profils majoritaires d'enfants qui font de la thrombose? Donc, il y a un premier pic, comme tu le dis, vers un mois. C'est le premier. Alors déjà, c'est rare. C'est rarissime par rapport à l'adulte. Mais si on regarde les courbes de prévalence, en gros, il y a un premier pic dans les premiers mois de vie. Ce premier pic-là correspond essentiellement à la iatrogénie. Donc, allez, on va caricaturer la thrombose surcatée en réanéonate ou pathologie autre qui fait qu'il a été endormi pour un Hirschsprung, je ne sais quoi, c'est toujours thrombose sur iatrogénie. Et ensuite, on a une lune de miel. Et après, à l'adolescence, ça remonte un peu sur soit des pathologies de type coagulation, phlébite, contraception, etc., qui rejoignent un peu la population générale, soit maladie chronique sous-jacente, avec la coagulation qui bascule un peu plus dans le côté hyper que hypo, coagulable, et donc sur une maladie comme un ventricule unique ou un cancer ou n'importe quelle maladie, on va avoir un déséquilibre en faveur de la coag plutôt que voilà. Mais en gros, en pédiatrie, en tout cas en cardiopédiatrie, nous, notre population à qui on donne des anticoagulants, c'est ni l'un ni l'autre en fait. Nous, les cardiopédiatres, on donne en prévention sans aucun niveau de preuve. Exemple, aspirine entre la dérivation partielle et totale, zéro preuve. On donne des AVK, et donc dans la valve mécanique, il est hors de question qu'on passe aux AOD. Et on donne en prévention dans des pathologies où on pense que peut-être ça va thromboser. Exemple, le ventricule unique encore en prévention avec des AVK ou voilà. Donc en fait, on ne rentre pas du tout, nous les cardiopédiatres, dans notre population qu'on voit tous les jours, dans ces fameuses indications. OK? Mais on a dit ça à Bayer. On leur a dit, mettez les ventricules uniques, mettez d'autres populations, pas les Valmeca évidemment, mais toutes les autres. Et ils n'ont pas voulu. Parce que ils avaient trop peur. C'est leur concurrent, Edoxaban, de Daiichi, qui, une fois que Einstein avait été fait, eux, ils sont allés sur les Kawasaki avec les coronaires et les ventricules uniques. Mais les tout premiers, on peut pas leur reprocher, ils n'ont pas voulu. Ils ont dit non, on va rester simple, on va faire la thrombose veineuse profonde. Ce qui fait que ça a été compliqué d'inclure, mais ils ont quand même fait une étude mondiale. C'est le plus gros essai médicamenteux mondial pédiatrique publié aujourd'hui. OK? Donc voilà la tête de l'essai clinique. Ils ont commencé par les ados, phase 1, phase 2, puis ils sont passés aux enfants, phase 1, phase 2. Quand ils ont eu les résultats des ados, phase 1, phase 2, ils ont fait la phase 3 des ados. Pendant ce temps-là, on démarrait la phase 2 des... Voilà, donc moi qui étais dans le truc, je vous assure que c'était, selon l'âge, on était dans la phase 1, la 2 ou la 3. Donc c'était 10 ans d'essais cliniques très intéressants et qui aboutit quand même à un Lancet hématologie sur un essai négatif. Parce que le résultat, c'est que les AOD ne font pas mieux que les AVK en termes d'efficacité, mais on s'y attendait, puisque les cardiopédiatres gèrent tellement bien les AVK que les événements indésirables, enfin pas les événements indésirables, les événements cliniques liés aux anticoagulants chez les enfants sont excessivement rares, parce qu'on fait beaucoup d'éducation thérapeutique, parce que c'est une population qu'on fait moins que les adultes, et donc on savait que faire mieux que les AVK, c'était déjà compliqué. Donc ils ont pris un risque en faisant un design comme l'adulte. Ils n'auraient pas dû faire ça. Moi, ils étaient venus me voir, mais j'étais un peu jeune à l'époque.
et je comptais pas beaucoup. Je leur ai dit, à mon avis, votre essai va être négatif, vous devriez mettre la qualité de vie en critère de jugement principal, au moins, il sera positif. Ils ont dit, bon, on va jamais mettre la qualité de vie en critère de jugement principal. Monsieur Avedro. Ils ont dit, bon, on va quand même rajouter le PET scale, l'échelle de qualité de vie. Ils m'ont écouté pour ça en critère de jugement secondaire. C'est le seul critère qui sort dans leur essai clinique. Évidemment que les AOD améliorent la qualité de vie versus les AVK. Donc voilà. Et ensuite, donc ces médicaments, il y a eu l'AMM il y a 2 ans. Pour la thrombose uniquement, donc pas dans le VU, pas dans donc tous les autres, on est hors AMM. Et l'agence du médicament a imposé à l'industriel de faire un support d'éducation thérapeutique pour accompagner la prescription, parce que la crainte quand même de l'agence du médicament, c'était que la sécurité liée à la prescription des AVK, le coagut check, etc., allait tomber avec l'AOD, et qu'on allait prescrire des AOD comme ça, sans surveillance, alors qu'il y a des risques d'hématome, etc. Donc on a fait ce petit dessin animé. Ton médecin t'a diagnostiqué une thrombose veineuse profonde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un caillot de sang, c'est comme un petit caillou, a bouché un de tes vaisseaux sanguins. Tu sais, ces tuyaux qui transportent le sang dans ton corps. Alors maintenant, il faut déboucher le vaisseau et éviter que le caillou se balade partout. C'est pour ça que ton docteur t'a dit de prendre un anticoagulant. C'est un médicament qui rend ton sang plus fluide, plus liquide, quoi. Écoute-le bien. Il va t'expliquer comment prendre ce médicament et comment prendre soin de toi à la maison. Quand tu étais à l'hôpital, on t'a sans doute fait une piqûre pour t'injecter ce médicament sous forme liquide. Mais à la maison, plus de piqûres. Tu avales ce qu'on appelle des anticoagulants oraux. Pour que tu comprennes bien ce qui t'arrive, tu iras à une séance d'éducation thérapeutique. C'est un peu comme un cours à l'école, sauf que tes parents et ton docteur seront avec toi. Il y aura même comme une petite interro à la fin. On va voir qui est un bon élève. Tu vas apprendre plein de choses. Pourquoi ce caillou est apparu, ce qu'il peut causer comme souci, et comment te soigner dans la vie de tous les jours. On va même t'apprendre les règles d'or que tu dois connaître. C'est cool, non? J'apprends par cœur le nom de mon médicament et la dose que je dois prendre. Je respecte la dose prescrite par mon médecin et je prends mon médicament tous les jours à la même heure. J'évite le sport et les activités physiques où je risque de tomber ou de recevoir un coup. Si j'ai un doute, je demande à un médecin. Tu peux trouver toutes les règles d'or à la fin de cette vidéo. Voilà, donc vous voyez, c'est de l'éducation thérapeutique light, hein. C'est vraiment du teasing pour les patients, et ça a été validé par les différentes sociétés savantes de pédiatrie, de cardiologie, comme petite aide à la surveillance des anticoagulants. Alors nous à Bordeaux, on a pris la décision que tout malade qui est rentré dans un programme aux anticoagulants, que ce soit les AVK ou les AOD, il a exactement le même parcours avec une infirmière d'éducation thérapeutique. On fait pas de différence, en fait. C'est pas parce que dans un cas, il y a un dispositif qui s'appelle le coagut check avec des INR que finalement la consultation est différente. Et donc, on a pris le parti de faire exactement la même chose. Même si ce dessin animé, il est mignon et j'en écris le texte, donc voilà, mais je pense que ça suffit pas pour correctement accompagner des enfants sous anticoagulants. Et puis le dernier, qui vient d'avoir l'AMM, donc l'essai clinique industriel Panorama, qui est donc pour l'Entresto. Donc c'est une étude médicamenteuse de phase 2-3, encore une qui est poulée, avec des populations de 1 mois à 18 ans, en 3 groupes avec insuffisance cardiaque. Donc une étude qui a été en 2 parties, la phase 1 qui a été ouverte pour caractériser les PKPD, et la phase 2 randomisée en double aveugle avec des groupes parallèles et contrôlés. L'objectif était d'évaluer l'efficacité, la sécurité, la tolérance de sacubitril/valsartan comparé à l'énalapril, en plus du traitement conventionnel chez un patient pédiatrique avec insuffisance cardiaque. Le design, vous le voyez ici, partie 1 et partie 2, avec différents groupes d'âge. C'est toujours comme ça, les essais cliniques en pédiatrie, qui dépendent du poids de l'enfant. Donc une étude, encore une fois, qui a duré 1 an. Donc ça, c'est vraiment bien qu'ils aient, je trouve, pris le temps de mesurer les outcomes au bout d'1 an et pas quelques mois. En tout cas, pour une pathologie qui est quand même assez stable chez l'enfant, hein. C'est pas les mêmes profils que chez l'adulte. Et donc, ça aboutit à très récemment
une autorisation de mise sur le marché et un avis assez positif de la Haute Autorité de Santé avec différents dosages d'Entresto. Et vous avez tout sur Internet si vous voulez avoir les posologies. Je vais pas vous donner les posologies. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'être l'expert auprès de la HAS, donc indépendant, autonome, pour juger à la commission de transparence. Je les aide à classer l'amélioration du service rendu de la molécule, en fait. Et c'est fondamental puisque c'est ça qui va décider du taux de remboursement derrière pour le labo. Donc, je peux le dire maintenant puisque tout ça, c'est transparent, en fait. Commission de transparence, c'est transparent après. Avant, je n'avais absolument pas le droit de communiquer là-dessus. Mais je le fais volontairement parce que moi, quand j'avais votre âge, j'avais aucune idée de ce que c'était que tout ça. Et je trouve ça très intéressant parce que ça nous force à vraiment aller regarder dans les détails des résultats des essais cliniques. Et donc ça, c'est le diaporama que j'ai présenté en synthèse à la HAS pour leur expliquer, puisque à la HAS, ils sont pas tous au courant de ce que c'est que l'insuffisance cardiaque du nourrisson quand même, ou de l'enfant. Hein. Donc, on leur explique que la 2/3 de l'insuffisance cardiaque, ça vient au cours de la première année, que beaucoup de pathologies de l'insuffisance cardiaque de l'enfance décompensent sur des événements intercurrents comme les infections, que en ce qui nous concerne, ça concerne beaucoup les cardiopathies congénitales, en fait, un peu les myocardites, et ça ressemble à l'adulte. C'est la première cause de cardiomyopathie de l'enfant, la myocardite. Et puis, après, les maladies rares. Les cardiomyopathies, qu'elles soient génétiques, idiopathiques, métaboliques, et vous avez déjà vu ça dans les cours. La morbimortalité, elle est importante. 2/3 de patients ont de l'insuffisance cardiaque. On a beaucoup de décès à l'âge pédiatrique. L'assistance et la transplantation sont techniquement et éthiquement actuellement quand même très compliquées chez les tout petits en particulier. Et donc la stratégie thérapeutique, elle est basée sur des niveaux de preuve relativement faibles. Avant cet essai clinique, on manquait d'études PKPD, de galénique suffisantes. Il y avait un essai randomisé contrôlé qui était le carvedilol, des stratégies thérapeutiques qui sont totalement dérivées de l'adulte, alors qu'on n'est pas dans des maladies qui sont exactement superposables à l'adulte. En France, qu'est-ce qu'on faisait avant de démarrer l'étude Panorama? On donne des UEC depuis 2018 du NOIADA, mais l'essai clinique, il a été designé avant 2018, et le NOIADA, c'est pas prescrit partout. Le furosémide, l'aldactone en gélule déconditionnée, la digoxine, qui est un médicament qui a disparu, mais n'a pas disparu, c'est-à-dire qu'il est toujours prescrit encore dans l'insuffisance cardiaque de l'enfant, même si on vous dit que ça sert à rien. Il y a encore beaucoup de cardiopédiatres qui le prescrivent. Et il y a encore des études qui sortent, dont une récente, une méta-analyse qui a montré que finalement, la digoxine, fallait peut-être pas la mettre encore à la poubelle. Le carvedilol sur un RCT négatif, mais qu'on prescrit quand même, alors que le RCT est négatif. Le Credex, qui n'a jamais démontré son efficacité dans l'insuffisance cardiaque de l'enfant. Encore une fois, le druide qui vous dit de mettre du Credex basé sur l'insuffisance cardiaque ischémique de l'adulte, et j'en fais partie de ces druides. En fait, si on lit l'essai clinique du Credex, il est négatif. Et les anticoagulants qui font partie de la pharmacopée en ATU, en gélule déconditionnée de coumadine, avec une autosurveillance de l'INR par coagulcheck, peu de place pour la resynchronisation cardiaque. Vous voyez, on explique à la HAS ce que c'est que l'insuffisance cardiaque du nourrisson. Il existe des comparateurs qui sont quand même cliniquement pertinents, et en particulier, on nous pose la question, est-ce que l'IEC est le comparateur pertinent dans cette pathologie? La réponse est oui. Est-ce qu'on couvre bien le besoin médical? Probablement insuffisamment, avec un déficit de connaissances et de posologie sur les études PKPD, et des RCT insuffisants. Des RCT, c'est des essais randomisés contrôlés en anglais, et de galénique pédiatrique. Donc, est-ce que le choix de l'énalapril était justifié dans cet essai clinique? Alors, dans la littérature, c'est celui qui était le plus prescrit, et c'est celui qui est le plus utilisé dans les partenaires de l'essai clinique. Donc, il y avait quelques exceptions comme la France, qui utilisait beaucoup le captopril en 3 prises. Mais finalement, la plupart des pays préfèrent l'énalapril en 2 prises pour une meilleure observance que le captopril en 3 prises. Encore une fois, c'était franco-français, le captopril. Donc, tout le monde est passé à l'énalapril en 2 prises pendant cet essai clinique. Et donc, ils ont utilisé un critère de jugement principal, c'est la difficulté de cet essai clinique. Ils ont utilisé ce qu'on appelle le global rank, c'est-à-dire ils n'ont pas pris un critère de jugement. La mortalité, par exemple, est très faible, donc ils n'ont pas pu prendre la mortalité.
La qualité de vie, ils l'ont mis en critère de jugement plutôt secondaire. Et donc, ils ont pris plusieurs niveaux de gravité du malade et en fonction de ce qui lui arrivait, on le classait plus grave. C'est un peu comme une NYHA, mais multi-entrée, composite. Et donc, dedans, sans rentrer dans les détails, il y avait 5 niveaux de décroissance, de sévérité, du plus sévère au moins sévère. Donc, le décès, l'inscription sur liste de transplantation cardiaque ou d'assistance, ça, c'était très grave. Les événements d'aggravation de l'insuffisance cardiaque, les mesures d'évaluation fonctionnelle NYHA chez l'enfant ou ROS chez les nouveau-nés, nourrissons ou petits enfants. Les résultats rapportés par les patients, donc éventuellement essentiellement la qualité de vie, et puis certains critères de jugement secondaires comme le BNP. Et donc, en fonction de ce qui se passait, le malade, il était classé dans ces différentes strates, avec un comité indépendant qui regardait le classement. C'était pas moi qui incluais les malades, je classais pas le malade, moi. Moi, je disais juste ce qui lui arrivait. Et donc, c'est un essai clinique qui est négatif, c'est-à-dire que le test de probabilité de Mann-Whitney, de comparaison des groupes en fonction de ces classifications, était négatif. Le problème, c'est que 5 strates, c'est beaucoup trop. Ils ont pris un risque méthodologique. 5 strates, vous avez intérêt à ce que vraiment vos malades changent de strate et que vous n'ayez pas une prépondérance d'une strate, sinon votre essai clinique sera négatif. C'est ce qui est arrivé, malheureusement. Je pense qu'ils ont choisi le mauvais critère de jugement et que 5 strates, c'est très dangereux. Il vaut mieux faire 3, 4 maxi, mais 5, c'est beaucoup trop. Et donc, le résultat est quand même cliniquement pertinent puisque la proportion de patients qui présentent des événements cliniques de catégorie 1, c'est-à-dire décès, inscription sur liste, transplantation, nécessité de recourir à une ECMO ou à la ventilation ou à une pompe intra-aortique, est numériquement plus faible dans le groupe valsartan. 10% versus 16% dans le groupe enalapril. C'est là que leur méthode est mauvaise, c'est que s'ils avaient pris ça comme critère de jugement, leur essai était positif. Ils ont fait une erreur grave en fait. Peut-être parce qu'ils ont été mal conseillés par les experts et peut-être parce que le leader du comité scientifique, il adore le Global Rank, il avait déjà fait la même chose dans le carvedilol qui était négatif. On aurait dû lui dire chute. Bon, après, c'est facile une fois d'avoir vu les résultats. Mais vous voyez, l'essai est négatif et vous creusez les tableaux et vous regardez et vous dites, enfin, il est négatif, sauf que quand c'est très grave, bah, vaut mieux avoir de l'Entresto, hein. Parce que 16% versus 10% dans un essai clinique, c'est fortement positif. C'est pas un peu positif, hein. Donc, on a l'impression, c'est exactement comme chez l'adulte, que comme ils ont pris tout le monde avec beaucoup de pas graves et que les cardiopédiatres ont tellement peur de mettre des malades graves dans leurs essais cliniques, qu'on a une prépondérance de malades un peu pas graves qui sont très stables dedans et ça a plombé les résultats de l'essai clinique. Ça aussi, c'est notre responsabilité quand même de faire attention à ce que les strates soient homogènes. Mais ils ont peut-être pas stratifié sur la sévérité des malades. Voilà. Donc, c'est de la méthode. C'est dommage parce que leur essai est négatif. Mais c'est pas grave. Il est quand même remboursé. Il y a quand même l'AMM. Les résultats sont similaires dans tous les groupes d'âge. Et puis, je rentre pas dans les détails. Il y a, si je me rappelle bien, une amélioration nette de la qualité de vie dans le groupe, je suis même sûr de moi, dans le groupe Panorama, dans le groupe Entresto, mais je l'ai peut-être pas noté sur la diapo. Et la tolérance était comparable à celle de l'enalapril, donc ça, c'était plutôt pas mal. Donc, la conclusion que j'ai apportée à la HAS quand j'ai fait cette expertise, impact non démontré de la morbimortalité en comparaison aux IEC, BIM, ça veut dire essai négatif, mais efficacité sur l'insuffisance cardiaque pour les différents critères de jugement utilisés, clinique, biologique, fonctionnel, qualité de vie, où le BNP est amélioré aussi. Impact sur l'organisation des soins en termes de modification de la prise en charge. Moi, j'étais gentil pour le laboratoire, là, quand même, hein. Mais j'avais absolument, en fait, ma crainte, alors en plus, j'ai aucun conflit d'intérêt. Ma crainte, c'est que si on joue avec le feu, la France finisse par être dégradée sur les taux de remboursement de ces molécules et qu'on perde totalement l'intérêt d'avoir inclus des malades dans des essais cliniques et que les laboratoires se désinvestissent de notre pays. La galénique pédiatrique évite des gélules déconditionnées. Moi, en tant que cardiopédiatre, c'est un élément majeur. J'en ai ras-le-bol des gélules déconditionnées. Il faut que ça disparaisse, ça. Et j'assume auprès de la HAS le fait que j'ai dit à la HAS, vous ne pouvez pas juger l'amélioration du service médical rendu uniquement sur l'essai clinique négatif ou positif. Vous êtes obligé en pédiatrie de juger la posologie, les PKPD, les gélules déconditionnées ou pas, l'amélioration de la qualité de vie. Et ils ont écouté, entendu.
C'est clairement noté, si vous tapez HAS, c'est noté que la HAS a entendu cet argument. Ça a fait monter d'un cran l'amélioration du service médical rendu du laboratoire. Donc, j'imagine qu'ils vont être mieux remboursés. Mais moi, je trouvais que c'était essentiel de les féliciter d'avoir fait cet essai quand même très compliqué. Voilà. Le point négatif de cet essai clinique, il y en a, c'est qu'ils n'ont pas mis les ventricules uniques, ils n'ont pas mis le périopératoire, ils n'ont pas mis les VD systémiques, ils n'ont pas mis les patients pré-greffe et ils n'ont pas mis tous les patients comorbides. C'est-à-dire que quand vous retirez ça, vous retirez, moi, tous les malades dont je m'occupe quasiment. Et donc, à la fin, pour inclure des malades, c'est quand même très compliqué. Et donc, à la fin, ça veut dire que dans cet essai qui a été designé pour des 0-18 ans, dans le monde entier avec, j'ai plus les chiffres en tête, mais 500 ou 600 inclusions dans le monde, combien d'enfants de 0 à 1 an, à votre avis, y a-t-il dans cet essai clinique où il y a 500 ou 600 enfants, à votre avis? T'es bon, toi? C'est écrit? Ah ouais, il est bon, lui. Je crois que c'était 11, tu vois, donc 9. Donc c'est vraiment mineur, dont 3 en France. Là, par contre, je n'ai pas pu me battre pour dire si la MM a 0, en 0,1 ans, 0,1 an, voilà. Et donc aujourd'hui, si vous voyez la MM à 1 an, c'est pas parce que c'est comme ça, sorti du chapeau. C'est qu'on a mal inclus entre 0 et 1 an. Donc, on vient de faire une discrimination aux nourrissons. C'est-à-dire qu'on a des PKPD pour les nourrissons, mais on n'a pas été fichus, alors qu'on en a des malades insuffisants cardiaques nourrissons. Hein. On n'a pas réussi à inclure suffisamment pour faire des stats, parce qu'il y en a 9. Voilà. Donc, la place du médicament évaluée dans la stratégie thérapeutique idem de l'adulte. Bon, après, le reste, on s'en fiche. Et ensuite, on va passer sur la qualité de vie.